il y a des questions, je sais pas, ouais, Thierry proposait qu'on pose des questions maintenant, mais ça me paraît plus simple de les poser à la fin. Hein. Alors, donc on a vu l'inélasticité et la définition. Ensuite, d'abord, sans variable amnésique. Ensuite, des inélasticité à une variable mnésique. On a vu la thermodynamique qu'on pouvait développer jusqu'à un certain point. Et après, en précisant quel était le sens physique de la variable mnésique, on a pu construire un modèle de plasticité. Et ça a duré un peu longtemps parce qu'on a été jusqu'au bout de la construction de ce modèle, les idéalisations d'expérience et une simulation numérique de quelques essais. Et c'est important de souligner que les simulations numériques qu'on a obtenues étaient dans des cas qui n'ont pas servi à identifier le modèle. C'est-à-dire que c'est important ça, donc l'essai de traction, il n'a pas servi à identifier le modèle. Et la flexion 3 points qu'on a faite non plus, et le comportement a été correctement modélisé. Donc là, on va passer à cette partie-là, parler un peu d'endommagement. Alors, ça va aller plus vite parce que la démarche est au fond très très parallèle avec la construction du modèle de plasticité. Et donc, je n'irai pas jusqu'au bout de la construction du modèle, étant donné qu'il y a un parallèle évident entre la construction du modèle de plasticité et la construction du modèle d'endommagement, comme vous allez vous en rendre compte. Bien. Alors, donc, parlons de l'endommagement. Alors, la plasticité, l'objectif, c'était de trouver un moyen de se protéger des réarrangements de liaison. L'endommagement, l'objectif microscopique, ça va être de se protéger des ruptures de liaison. C'est-à-dire une sorte d'affaiblissement du matériau, c'est complètement différent. Donc, on va avoir deux idées. Je vais en proposer deux au départ, et puis après, il faudra développer le détail. Pour se protéger des ruptures de liaison, on peut avoir deux manières macroscopiques d'essayer d'envisager ces phénomènes microscopiques que la mécanique des milieux continus ignore par définition. Donc on a soit une première idée qui consisterait à limiter la dilatation volumique. Donc si vous avez une dilatation volumique, vous risquez à partir d'une certaine dilatation volumique, il se produirait des bulles de cavitation. Et donc ça, c'est des ruptures de liaison, bien sûr, puisque en un certain point, vous aviez des liaisons, et puis après, tous les points de la bulle se sont rompus. Alors, c'est un modèle qui paraît bizarre, mais en réalité, quand on regarde certaines constatations microscopiques, notamment, on en a vu des très belles expériences qui ont été faites avec le microtomographe, qui montrent que dans certains matériaux, eh bien, la cavitation se produit au-delà d'une certaine sollicitation, même dans un essai de traction, parce que dans un essai de traction, on a des variations de masse volumique, etc., donc des variations de dilatation volumique. Et d'autre part, il semble qu'au moins dans certains matériaux et dans certaines expériences, les fissures commencent à s'initier par coalescence de bulles de cavitation. Donc j'ai vu ça dans des images, moi je ne suis pas expérimentateur, mais je l'ai vu dans certains rapports d'expérience, ici au LMA. L'autre idée pour limiter les élongations, c'était la première idée qui pourrait venir, on se dit, bon ben on va regarder toutes les dilatations linéiques dans toutes les directions autour d'une particule, et dire, bon ben à partir d'une certaine dilatation linéique, la liaison, s'il y en a une dans cette direction-là, eh bien, elle se rompt, tout simplement. Donc, il se produit une rupture de liaison à partir d'une certaine dilatation linéique. Donc ça, c'est les deux idées générales. On va surtout développer, voir comment macroscopiquement on peut essayer de traduire ces microphénomènes.
discuter après du début de la construction du modèle, parce qu'après, c'est un peu la même chose que pour la plasticité. Donc, la dilatation volumique et la dilatation linéique sont des grandeurs issues de la déformation macroscopique, c'est-à-dire que c'est des choses que vous pouvez déduire du tenseur de déformation, hein, et qui sont susceptibles de représenter des phénomènes microscopiques que la MMC ignore par définition. Hein. Voilà. Bien. Donc, de refléter l'éloignement des corpuscules, j'appelle corpuscules ce que vous voulez, des molécules, des atomes, enfin toutes ces choses qu'on ne voit pas en mécanique des milieux continus. Voilà. Bon, alors, commençons par le premier cas, donc, regardez un petit peu comment on peut envisager un endommagement par cavitation. Alors, choix d'un critère macroscopique. Ça, c'est la première chose à faire, c'est-à-dire donc c'est une limite élastique cette fois-ci, mais par cavitation, pas par réorganisation des liaisons. Alors, bon, donc c'est celui qu'on suggère, c'est que la dilatation volumique, partout dans le milieu continu, doit être inférieure à une certaine dilatation volumique limite. Voilà, on dit que lorsque la dilatation volumique dépasse un certain seuil, eh bien, il y a une formation d'une bulle. Donc, KV-lim, ici, c'est une caractéristique du matériau, une certaine limite élastique par cavitation, qui est différente du delta-lim qu'on avait vu la dernière fois. Et donc, après, il faut, pour construire le modèle, choisir la variable mnésique. La variable mnésique, je rappelle, c'est celle qui se rappelle de l'histoire. Hein, et donc, comment cette variable va enregistrer l'histoire des dilatations. Hein, et donc, on va prendre ici, mais ça peut être changé, c'est vraiment un choix. Hein, le même sup que celui que j'ai utilisé en plasticité, c'est-à-dire qu'on regarde le plus grand dépassement de la limite et on ne garde que ça, le plus grand dépassement de la limite depuis l'instant T0 de référence. Voilà. Sauf qu'il y a une petite variante pour varier les plaisirs, c'est qu'au lieu de mettre KV moins KV-lim, j'ai mis H de KV moins H de KV-lim, où H est une fonction qui est à dérivée positive, c'est-à-dire donc monotone croissante, pour le résumer comme ça. Alors, cette fonction H, en fait, on peut la choisir comme on veut, pourvu qu'elle soit monotone croissante. Et ça va nous permettre de moduler notre modèle avec le choix d'une fonction H, pourvu qu'elle soit monotone croissante, et c'est tout. Et vous allez voir que c'est intéressant de mettre cette fonction H, parce que ça va nous permettre de moduler la loi d'évolution de cette variable mnésique C. Hein. Alors je l'ai appelé C parce que comme cavitation, hein, voilà. Hein. Donc, ça sera le plus grand dépassement de la limite. Donc, H de KV moins H de KV-lim, c'est une autre formulation de la limite qu'il y a au-dessus, sachant que H est une fonction monotone croissante. Bien, donc, il y a équivalence entre H de KV inférieur à H de KV-lim et KV inférieur à KV-lim. D'accord ? Bien, équivalence au sens où le seuil est le même, mais la réaction à ce dépassement ne va pas être le même. Comme d'habitude, je vais faire la même hypothèse simplificatrice, mais elle n'est pas pédagogique. Je vais supposer que KV-lim ne varie pas avec la température. Je crois que ce n'est pas la peine que je refasse la discussion que j'ai faite pour parler de ça. Hein. Il est évident qu'il se pourrait, à cause de la température, qu'il y ait des changements de phase et donc des changements de nature de matériaux, mais dans ce cas-là, on serait un matériau multiphasique et pas monophasique. Hein. Et donc, c'est raisonnable de penser que ça ne dépend que de la structure du matériau, la microstructure du matériau, le fait qu'il y ait la dilatation volumique maximum déclenche une cavitation, c'est-à-dire des ruptures de liaison. Hein. Voilà. Alors, l'évolution
de la variable C, eh bien, elle se déduit de sa définition, c'est-à-dire je dérive par rapport au temps le sup, hein, et donc je refais un peu le même schéma que la dernière fois pour comprendre comment fonctionne ce sup. Hein. Voilà, une histoire de h de kv qui va arriver. Hein. Vous voyez que au départ, l'histoire, c'est h de 1, parce que kv vaut 1 dans l'état initial, il y a la dilatation volumique vaut 1. Entre les instants t0 et t1, comme kv est inférieur à kv lim, ou si vous préférez, h de kv est inférieur à h de kv lim, alors la partie positive que vous avez là, h de kv moins h de kv lim, la partie positive d'une quantité négative, ça va donner 0. Hein. Donc vous avez la courbe rouge qui commence à se dessiner, la variable mnésique C reste à 0. Ensuite, si on continue l'histoire, dans la zone verte, cette fois-ci, vous avez h de kv qui est supérieur à h de kv lim. Donc sa partie positive, qui est entre les deux crochets là, va être, et donc le sup eh bien, va évoluer comme ça. Hein. C'est toujours la dernière valeur pendant que c'est croissant. Hein. Bien. Ensuite, dans les instants suivants, la variable ne va pas évoluer, puisque vous avez le sup qui n'est jamais dépassé, hein, le sup de la différence qui n'est jamais dépassé. Là, ça va continuer à croître, et vous voyez donc croître comme ça, exactement comme en plasticité, l'évolution de la variable mnésique dans une histoire qui est quelconque. Voilà. Alors donc dans cette partie-là, la variable mnésique n'évolue plus, la cavitation donc. Enfin, ce n'est pas la cavitation, c'est la variable mnésique qui enregistre la plus grande cavitation qu'il y a eu depuis le début, et ainsi de suite. Bon, en fait, c'est pour ça que je vais aller plus vite, c'est que les démonstrations que j'ai faites pour la plasticité, qui évoluent avec les mêmes principes, eh bien, vont être rigoureusement les mêmes. Hein. Donc, les propriétés, on va en déduire les propriétés qui sont les mêmes, même démonstration qu'en plasticité, donc. Vous allez avoir la variable mnésique C, qui est un scalaire, hein. Objectif. Pourquoi c'est objectif? Eh bien, c'est parce que la dilatation volumique est objective. On a vu ça il y a longtemps en cinématique. Hein. Et non négative. Bon, vous n'avez qu'à vous rappeler la figure pour voir que ça ne peut jamais être négative vu le fonctionnement du sup de la partie positive de la différence. C'est un sup de partie positive, donc ça ne peut pas être négatif. Hein. Voilà. Il y a un espace des états admissibles exactement pour les mêmes raisons qu'en plasticité, c'est-à-dire que l'inégalité qu'il y a là doit être respectée pour tous les états. Hein. Donc ça l'espace des états admissibles, c'est ici donc a priori Rm plus 2. Hein. Rm, les I1, IM, ce sont les variables d'état cinématique. Et vous ajoutez à ça la température et la variable mnésique, donc ça fait Rm plus 2. Hein. Donc dans Rm plus 2, cette inégalité dessine une hypersurface limite, hein, qui dit que tous les états ne sont pas admissibles dans les espaces des états. Hein. Bien. La variable d'état mnésique ne peut pas diminuer, même démonstration aussi. Vous voyez bien, d'après le graphique, disons, ce n'est pas une démonstration, dans le papier c'est évidemment mieux écrit, mieux démontré, que C ne diminue jamais. Et la loi d'évolution, eh bien c'est celle-là, c'est-à-dire que vous avez, alors là, je suis désolé pour ceux qui n'étaient pas là à la plasticité, mais c'est la traduction quasiment parallèle de ce qui s'est passé en plasticité. La fonction grand H que vous avez en premier terme, là, eh bien, c'est une fonction qui vaut 0 ou 1, selon qu'on a h de kv moins h de kv lim moins c égale à 1. Non, pardon, est positif ou nul, mais comme ça ne peut pas être positif à cause de la limite, ça veut dire exactement 0. Donc, si l'argument vaut 0, ça vaut 1. Si l'argument est inférieur à 0, c'est-à-dire négatif, alors ça vaut 0. Hein. Donc ça, c'est en fait la fonction test qui me détermine si je suis sur la frontière des états admissibles ou si je suis à l'intérieur des états admissibles. Hein. Ce que j'ai souligné en rouge, c'est le H' de kV.
voyez que ce h' de kV, quand on a la fonction petit h dont on a le choix, elle doit être simplement monotone croissante. Eh bien, comme sa dérivée intervient dans l'expression de l'évolution de C, eh bien, vous pouvez la moduler. C'est-à-dire que là, vous avez un choix de phénomène, de modèle. Vous pouvez, par exemple, dire que quand la h de kV, quand kV est proche de 1, eh bien, vous pouvez choisir une fonction dont la dérivée varie peu. C'est-à-dire qu'au début, ça ne va pas avoir une grande influence parce que c'est très peu endommagé et même peut-être que physiquement, on ne le voit pas. Hein. Et ensuite, ça peut avoir une grande influence très forte, hein, de façon à ce que ce h de kV devienne très influent lorsque vous avez des fortes cavitations. Vous voyez? Et puis donc le dernier terme, kVg de point D, c'est-à-dire la partie positive de kV point, ça vous le savez, c'est un rappel, kV point sur kV, c'est la trace de D. Or, trace de D, c'est G de point D. Hein. Donc en fait, c'est la partie positive de kV point. Bon, donc la loi d'évolution, la construction est exactement pareille que dans le modèle précédent. Hein. La seule chose qui change, c'est la signification physique de la variable mnésique. Vous voyez? Donc, elle n'évolue que dans des chemins sur la frontière des états admissibles. Ça, c'est une conséquence que vous voyez ici, c'est-à-dire puisque vous voyez que le grand H en rouge vaut 0 ou 1, et quand il vaut 0, ça n'évolue pas, évidemment, C point est égal à 0, et quand il vaut 1, on est sur la frontière des états admissibles. D'accord? Bon, en fait, donc tout ça, c'est pareil que la dernière fois. Hein. Et quand trace de D, c'est-à-dire donc le dernier terme ici, kV, partie positive de kV point, est supérieure à 0, c'est-à-dire que trace de D, je vous rappelle, c'est le taux de dilatation volumique, et qu'il va en augmentant, c'est-à-dire que vous êtes en train de gonfler. Si on est en train de refermer, ça ne va pas faire évoluer, parce que trace de D sera négatif. Hein. Bon, voilà. Alors donc vous voyez que ça va vite. Hein. Bon. Donc, le choix de la fonction h, c'est la seule petite introduction que je n'avais pas fait dans la plasticité, vous permet en fait de construire toute une variété de modèles, hein, où l'influence dans la loi d'évolution est modulable. C'est-à-dire que vous avez toute liberté, pourvu que la fonction petit h soit monotone croissante. Hein. Alors là, il y en a une infinité, hein, et donc vous ne pourrez vous décider qu'avec des raisons expérimentales. Bien. Donc si je fais maintenant le même raisonnement, la dissipation intrinsèque, donc quel que soit T point, quel que soit D, phi 1 positif, ça c'est le second principe. Hein. Donc ça s'écrit comme ça c'est l'écriture de Clausius-Duhem. Hein. C'est exactement la même démarche que précédemment. Hein. Et où le C point, qui est en rouge au-dessus, eh bien je l'ai remplacé par sa valeur. D'accord? Après, on fait exactement le même traitement que d'habitude, c'est-à-dire on groupe les termes en T point et les termes en 2 points D. Hein. Bon, ensuite, ça, c'est le terme de droite, là, ça n'est pas fonction de T point, par définition. Hein. Donc, vous obtenez, là, comme d'habitude, la relation de Helmholtz. Hein. C'est-à-dire que si cette inégalité est vraie, quel que soit T point, il faut que le facteur de T point, qui n'est pas fonction de T point, puisque c'est une fonction d'état, est nécessairement nul, comme d'habitude. Hein. Donc on a la relation de Helmholtz, et le terme qui est en rouge là-haut, eh bien, il est nul. Donc on l'enlève, et il me reste à dire que le reste est positif ou nul. Hein. Et pour dire que tout ceci est positif ou nul, eh bien, on a à discuter si le dernier terme, existe ou n'existe pas. C'est-à-dire soit il est nul, soit il n'est pas nul. Bien, donc en évolution cavitante, hein, c'est-à-dire donc quand je suis sur la frontière. Le grand H que vous avez là-haut, le grand H, la fonction de Heaviside, hein, eh bien, elle vaut 1. Et donc, il faut aussi que trace de D, c'est-à-dire donc G de point D, hein, soit positif. Donc on a deux conditions pour avoir une évolution cavitante. Hein. C point positif, c'est équivalent à grand H égale 1.
donc ça veut dire qu'on est sur la frontière des états admissibles, et que G2.D est égal à 0, c'est-à-dire qu'on est en cours de gonflement. Le taux de dilatation volumique est positif. Donc dans ce cas-là, tous ces termes se regroupent en quelque chose de point D. Et cette dissipation intrinsèque doit être non négative, quelle que soit la valeur de D, c'est-à-dire quelle que soit la vitesse de déformation, c'est-à-dire quel que soit le mouvement que vous imposez. Hein. Et comme l'intérieur n'est pas une fonction d'état, donc il faut que cet intérieur soit égal à une certaine fonction de D. Je ne sais pas laquelle, hein. C'est obligatoire, hein, puisque le vecteur en rouge au-dessus, enfin le tenseur, excusez-moi, hein, 2.D, c'est-à-dire scalaire, le tenseur D, doit être avec un produit scalaire positif quel que soit D, ça veut dire que c'est forcément fonction de D. D'accord? Voilà. Donc il existe une fonction G, que j'ai appelée, donc qui est une fonction de D et des petits points. Les petits points, ça veut dire toute autre variable d'état que vous pouvez mettre, température, enfin toutes les autres variables d'état, hein, mais au moins fonction de D. Et donc la loi d'évolution, la loi de comportement, vous l'avez ici, c'est sigma. Le sigma ref, excusez-moi pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, c'est une formule connue qui se dérive de l'énergie libre de Helmholtz, hein, plus ce terme ρ déroncé sur D de f bar psi, donc la dérivée de l'énergie libre de Helmholtz par rapport à la variable mnésique. Hein. Voilà, et donc plus G de D, une fonction arbitraire qui va nous donner la positivité, la non-négativité, disons, de l'énergie, de la dissipation intrinsèque. Donc la fonction G, vous la choisissez comme vous voulez. Hein. Donc couramment, on dit que c'est comme une viscosité, c'est-à-dire on peut mettre par exemple G de D égale mu fois D, par exemple. Hein. Et donc à ce moment-là, si G de D vaut mu fois D, ça fait mu fois D de point D, c'est non négatif, donc ça va bien. C'est une loi comme une autre, mais vous avez vraiment un grand choix. Hein. Et ça aussi, ça ne peut se déterminer qu'expérimentalement. Voilà. En évolution non cavitante, eh bien, à ce moment-là, le dernier terme là-haut, au-dessus de l'accolade, là, dans cette accolade, le dernier terme est nul, parce qu'on n'est plus, on a C point égale 0. Hein. Donc, c'est-à-dire que soit j'ai la fonction grand H me dit que je suis à l'intérieur de l'espace des états admissibles, ou bien que le mouvement est tel que trace de D est négatif. Donc, je suis en train de refaire une recompression. Hein. Et dans ce cas-là, eh bien, il ne me reste que, donc les termes qui sont allumés en rouge ici sont nuls, hein, et il ne me reste que la condition, quel que soit D, sigma moins sigma ref 2.D positif, ou nul, ce qui entraîne qu'il existe une fonction f, hein, telle que sigma moins sigma ref est égal à f de D et d'éventuelles variables d'état. Voilà. Donc, en fait, vous voyez le parallélisme de raisonnement. En fait, c'est pratiquement la même chose qu'en plasticité, à ceci près que la variable C et la variable C point n'ont pas les mêmes expressions, puisqu'on n'a pas les mêmes significations physiques. Et on va en déduire aussi une condition de continuité des contraintes lorsqu'on est sur les frontières. Hein, et ça va nous amener à dire, exactement comme en plasticité, donc quand on est sur la frontière, on a h de kV plus c est égal à h de kV lim, eh bien, le terme déroncé de f bar psi, c'est-à-dire la dérivée par rapport à la variable mnésique de l'énergie libre de Helmholtz, eh bien, elle doit être égale à 0 lorsque je suis sur la frontière. Donc ça, c'est une condition sur l'énergie libre de Helmholtz qu'il faudra traiter lorsqu'on va construire le modèle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi comme énergie libre de Helmholtz, elle doit au moins respecter cette condition-là. Hein. Alors on a vu en plasticité comment on pouvait respecter cette condition, etc. Mais là, c'est pareil. Vous avez une condition identique, hein, sur le bon. Et puis l'autre condition, c'est la continuité des contraintes dissipatives, c'est-à-dire que la fonction f, lorsqu'on est sur la frontière, doit être égale à la fonction g. Mais si vous prenez la même,
comme je l'ai dit tout à l'heure, mu fois d, vous prenez la même fonction comme ça, vous garantissez évidemment la continuité des contraintes dissipatives. Mais ce n'est pas obligé, c'est-à-dire qu'on peut avoir un modèle avec une viscosité dans les évolutions à l'intérieur qui soit différente dans les évolutions avec cavitation. C'est comme vous voulez. Ça, c'est des questions où vous avez le choix et ça ne peut être identifié qu'en faisant des expériences. D'accord? Voilà. Donc finalement, la loi de comportement, c'est celle-là, hein, puisque quand que je sois cavitant ou non, eh bien, quand je suis cavitant, je sais que la dérivée de f psi par rapport à la variable mnésique est égale à 0. Donc finalement, la loi de comportement mécanique, c'est comme ça. C'est-à-dire sigma ref, cette expression-là qui se déduit comme l'élasticité, hein, en fonction des dérivées de l'énergie libre par rapport aux variables d'état cinématiques seulement, hein, et plus sigma d, une contrainte que j'appelle contrainte dissipative, c'est pour ça que je mets un petit d, hein, c'est celle qui crée la dissipation. Donc encore une fois, exactement comme en plasticité, essayez d'enlever une idée fausse qui traîne dans les têtes, comme quoi, même dans un comportement inélastique, la dissipation n'est pas forcément positive. Elle peut être nulle. D'accord? Voilà. Donc, ou quel que soit d, le sigma d de point d doit être positif, mais éventuellement nul. Hein. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'aurait pas de dissipation intrinsèque. Bien. Donc, elle peut être choisie nulle. Bon, alors après, qu'est-ce qu'il resterait à faire? Le même travail qu'en plasticité, à savoir construire une énergie libre, donc un psi, fonction de toutes les variables d'état, la température, les variables d'état cinématiques, c'est-à-dire celles qui sont déduites de la déformation et des directions d'anisotropie, et puis fonction aussi de la variable mnésique C qu'on vient de définir. Il faut construire une fonction psi et qui en plus donc respecte la condition de continuité des contraintes. La démarche est exactement la même. On construit un chemin dans l'espace des états qui part de l'état initial, qui aboutit à un état final quelconque, c'est-à-dire avec des valeurs arbitraires admissibles, hein, donc un état final admissible, hein, quelconque, et donc en procédant morceau par morceau sur chacune des évolutions élémentaires, on construit donc une expression de l'énergie libre en fonction des expériences sur chacun des chemins. C'est exactement la même démarche. Hein. Donc je ne vais pas la répéter. Tant pis pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Hein. Bon, voilà. Donc, l'idée est donc de choisir notre phénomène, c'est-à-dire de dire je fais de l'endommagement en supposant que les ruptures de liaison se font par cavitation. C'était le point de départ, et tout le reste s'en déduit. D'accord? Bien. Alors, on peut jouer avec l'autre idée, c'était de regarder les élongations. Alors, là, au départ, c'est pareil, mais vous allez voir que ça peut se compliquer, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on choisit d'abord un critère macroscopique. À partir de quand, donc, quelle est la caractérisation du tenseur de déformation qui fait qu'il va y avoir de l'endommagement par élongation, c'est-à-dire des corpuscules qui, dans une certaine direction, vont se trouver trop éloignés et la liaison va être rompue. D'accord? Bien. Alors, l'idée, c'est la même, c'est lambda 1 inférieur ou égal à lambda im, lambda lim. Lambda 1, c'est la plus grande dilatation linéique dans le tenseur de déformation. Hein. Donc, si c'est le tenseur B, c'est le lambda 1, c'est la racine de sa première valeur propre, hein, puisque le tenseur B, c'est lambda 1 carré. Ou si c'est le tenseur V que vous prenez, vous pouvez. Alors là, c'est la plus grande valeur propre, hein, tout simplement. Alors, on sait calculer les valeurs propres en fonction des invariants. Je vais rappeler les formules. Voilà. Donc, lambda 1, c'est la plus grande dilatation linéique en une particule. Alors, il faut se rappeler des choses en cinématique. C'est que la plus grande dilatation linéique, elle se produit dans une seule direction, dans une seule direction matérielle.
D'accord? Et donc, contrairement aux deux modèles précédents que j'ai présentés, je peux bien calculer la plus grande dilatation linéique, mais je ne sais pas si cette plus grande dilatation linéique unique coïncide ou ne coïncide pas avec des directions de liaison. Vous voyez? Donc on est un peu, on a moins de chances de tomber dessus. Vous voyez? C'est-à-dire que même si je calcule ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait une rupture de liaison, parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas de liaison dans la direction matérielle que je suis en train d'envisager. Bon, on va voir ça. Alors, même démarche, on va choisir comment on enregistre l'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on retient de l'histoire. Eh bien, on va regarder encore le sup de la différence, de la partie positive de lambda 1 de taux moins lambda lim, hein, le taux circulant entre T0 et T. C'est vraiment, j'ai pris la même mémoire. Là aussi, vous avez le droit de changer de sorte de mémoire, hein, mais ce schéma-là va bien pour faire des constructions. Donc, le plus grand dépassement de lambda lim depuis T0. D'accord? Hypothèse simplificatrice, la même. Juste pour limiter les écritures, ça simplifiera. Je suppose que lambda im ne dépend pas de t, mais vraiment, ce n'est pas une grosse complexité. Vous pouvez enlever cette hypothèse, et à condition que vous soyez capable de donner une loi physique qui donne l'allongement limite en fonction de la température. Hein. Bon, donc ça, c'est comme vous voulez. Propriété de la variable d'état mnésique. Je vais me répéter un peu, je suis désolé. Hein. C'est une grandeur scalaire objective non négative pour exactement les mêmes raisons, puisque c'est le sup de partie positive, donc ça n'est jamais négatif. Hein. Il y a un espace des états admissibles aussi. Hein. Donc même démonstration qu'en plasticité, pareil. Hein. Et l'inégalité est celle-ci, lambda 1 inférieur ou égal à lambda im, plus E de t étant la variable mnésique. Alors, l'endommagement E de t ne peut pas diminuer, parce que le sup fonctionne avec le même fonctionnement de la courbe que j'ai raconté tout à l'heure. Hein. Donc, c'est pour la même raison, la courbe E de t ne fait qu'augmenter ou rester constante. Hein. Et donc, on va regarder un petit peu plus en détail quelques rappels d'algèbre tensorielle que j'ai donné dans l'annexe, je ne sais plus laquelle, j'ai peut-être marqué. Donc lambda 1, la plus grande dilatation linéique, elle s'exprime en fonction des invariants du tenseur de déformation. Hein. Donc c'est un truc, ce qui est connu habituellement, c'est que quand on connaît lambda 1, lambda 2, lambda 3, on connaît bien les invariants. La relation inverse est moins triviale, mais elle est donnée dans, et je la rappelle ici. Donc, je mets lambda 1 carré ici parce que c'est, je pense au tenseur B, mais bon, on peut mettre lambda 1 si on veut. Donc, c'est un 2j sur 3 cosinus phi plus B1. B1, c'est la trace du tenseur B. D'accord? Hein? Et le j, le voilà, vous voyez qu'il s'exprime en fonction des invariants. À un détail près, c'est la norme du déviateur de B. Et le phi, c'est un angle qui s'exprime aussi en fonction des invariants. Alors ces formules-là, je les rappelle, je les ai démontrées dans le cours de tenseur il y a longtemps, hein, et vous pourrez les retrouver dans une annexe du cours d'analyse tensorielle. Donc voilà comment on calcule la plus grande valeur propre en fonction des invariants. Hein. Donc tout ceci a du sens, l'arc cosinus, machin, etc. C'est démontré que c'est bien un nombre compris entre 0 et 1. Et donc l'arc cosinus est un angle compris entre 0 et pi. Alors, donc c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que vous voyez que quand j'utilise des formules comme ça, avec l'arc cosinus, des fractions rationnelles, c'est un peu compliqué, donc on peut essayer, puisqu'on sait qu'on est approximatif sur l'estimation de la plus grande dilatation linéique, on peut essayer de simplifier un peu. Alors, donc ça, c'est une approximation simplificative pour essayer d'avoir un modèle moins compliqué. On n'est pas obligé de le faire, c'est-à-dire il n'y a qu'à garder ces formules, hein, vous pouvez, hein, et puis calculer la dérivée de lambda point, mais ça va vous donner des choses horribles, hein, vous le voyez bien. Bon. En fait, si on remarque que
Phi est un angle compris entre 0 et pi, et donc phi sur 3 est un angle qui est compris entre 0 et pi sur 3. Donc en fait, le cosinus, il ne varie pas beaucoup. Il varie en fait entre 1 et racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, c'est 0,732, je crois. Hein, donc pas beaucoup, vous voyez. Alors, bon, comme on est dans l'approximation et qu'on sait que de toute façon, l'estimation du plus grand lambda 1 ne va pas forcément correspondre avec un endommagement effectif, hein, eh bien, on peut reprendre la formule de là-haut et donner un encadrement de lambda 1 carré. D'accord? Voilà. Donc, pour le cosinus phi, eh bien, j'ai donné sa valeur minimum, racine de 3 sur 3. Enfin, c'est à cause du 2j sur 3 hein, que vous avez là. Donc, c'est encadré entre racine de 3 sur 3 et 2 tiers de j, hein, plus b1 de chaque côté. Voilà. Et donc, en chiffres, ça donne ça, c'est-à-dire 0,577 ou 0,667. C'est-à-dire que, bon, bah, on peut dire, par exemple, prendre la valeur médiane. Voilà. J'ai pris la moyenne des deux nombres, hein, et j'ai dit, voilà, je vais estimer lambda 1 carré comme ça. Hein. C'est quelque chose, on aurait pu aussi prendre la valeur maximum, 0,667. C'est comme on veut. Hein. C'est-à-dire que là, on fait une approximation. Comme on a une borne relativement serrée, on peut prendre, par exemple, la valeur moyenne. Bon, vous pouvez aussi bien prendre le maximum. Hein. Bon, comme vous voulez. Ce qui fait que la loi d'évolution va être un peu plus légère à écrire que celle qu'on aurait eue en dérivant directement lambda 1. Vous voyez? Bon, alors donc E point, soit c'est lambda 1 point, mais approximé, hein, donc si on est sur la frontière des états admissibles, comme d'habitude, c'est vraiment exactement le même raisonnement, hein, ou bien, donc là, l'état actuel est sur la frontière des états admissibles, ou bien c'est 0 si on est à l'intérieur, hein, c'est-à-dire à cause du grand H, comme d'habitude, hein, c'est vraiment la même formule, le même type de raisonnement. Hein. Et donc, si je prends la formule approchée pour calculer le lambda point 1, hein, qui apparaît dans ma loi d'évolution, la partie positive de lambda point 1, c'est quand même un peu plus léger que ce que j'aurais obtenu si j'avais dérivé la formule non approximée en haut. Hein. Voilà, c'est tout. C'est juste cette petite remarque que je voulais signaler et qui fait que, finalement, à part ça, le raisonnement va être le même. Hein. Mais il y a quelque chose d'intéressant à remarquer. C'est que dans le modèle précédent et dans le modèle de plasticité, on avait l'invariant B2 qui n'apparaissait pas. Pourquoi? Dans la plasticité, c'est parce que vous aviez, comme variable d'état, on avait pris kV, la dilatation volumique, et la distorsion stérique, hein, qui fait intervenir un rapport de B1 sur B3 avec des puissances. Hein. Et donc l'invariant B2 ne servait à rien. Hein, et donc dans l'expression de l'énergie libre, eh bien, B2 n'apparaissait pas en fait, hein, seulement B1 et B3. Tandis que là, on ne peut plus. Hein, on peut plus ignorer B2. C'est-à-dire que quand on va construire un modèle, il n'est plus possible de choisir de représenter la déformation avec seulement deux invariants kV delta, mais ici, il faut prendre aussi B2. Donc ça va nous donner un modèle avec une variable d'état supplémentaire, hein, et donc une construction de la fonction psi un peu plus compliquée, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver une phase d'expérimentation où on fait varier l'invariant B2. Vous voyez? Bon, alors donc, à part cette petite complication supplémentaire, ce critère d'endommagement sur les élongations fonctionne très très bien, comme les autres. Hein. Simplement, l'expression de l'énergie libre va être un peu plus compliquée parce qu'elle va faire intervenir B1, B2, B3, où vous pouvez prendre KV et delta, mais aussi B2. Vous voyez? Voilà. Donc, l'invariant B2 intervient nécessairement, hein, dans les variables d'état cinématiques, alors qu'on pouvait se passer de B2 dans les autres modèles précédents avec les choix qu'on avait faits. D'accord? Voilà. Bien. Donc, en résumé, comme d'habitude, on va exploiter la thermodynamique. Hein. Donc, quels que soient tes points, quels que soient D, ça veut dire dans toute évolution, hein, la dissipation intrinsèque doit être non négative.
Donc c'est le raisonnement habituel, hein, je ne le refais plus. On en déduit la relation de Helmholtz pour les mêmes raisons. Hein. Et on en déduit le comportement mécanique. Donc sigma ref E, donc je rappelle, c'est une expression qui se calcule avec les dérivés de l'énergie libre par rapport aux variables d'état cinématique. Le E que j'ai mis, c'est que pour rappeler que cette contrainte de référence dépend de la variable d'état mnésique, donc de E. Hein. Donc le sigma ref, bon ben voilà, j'ai rappelé sa formule, hein, on l'a établie depuis le début du cours. Hein. Voilà, et c'est une fonction de E. Et d'autre part, le sigma d est bien construit comme tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que vous voulez ou pas qu'il y ait de la dissipation intrinsèque dans votre modèle. D'accord? Voilà. La continuité des contraintes va donner exactement comme précédemment, hein, la condition sur l'énergie libre. C'est-à-dire qu'au moment où on va construire l'expression de l'énergie libre en fonction des variables d'état, eh bien, il faudra respecter cette condition-là sur la dérivée de l'énergie libre lorsqu'on est sur la frontière des états admissibles. Voilà. Et sigma d continue à la frontière aussi si vous ne prenez pas la même formule. C'est-à-dire s'il n'y a par exemple pas la même viscosité dans les évolutions à l'intérieur ou sur la frontière des états admissibles. Voilà. Il reste à construire une expression physiquement sensée de l'énergie libre par exactement les mêmes procédés que celui que j'ai développé complètement dans la plasticité, à savoir construire dans l'espace des états un chemin qui part de l'état de référence jusqu'à un état final admissible quelconque. Hein, et vous savez, vous vous rappelez que ce chemin passe forcément par un morceau sur la frontière des états admissibles, puisqu'il faut faire évoluer la variable d'état mnésique, et qu'elle ne peut évoluer que quand on est sur cette frontière. Hein, voilà, pour exactement les mêmes raisons que précédemment. Voilà. Alors, bon, donc là, je ne vais pas jusqu'au bout. La construction du modèle, ça va être en fonction d'expériences éventuellement à idéaliser avec exactement les mêmes procédés que l'on a vus en plasticité. Donc, je ne me répète pas. Et donc, on va faire une conclusion partielle sur les modèles à une seule variable mnésique. Ici, donc, je vous rappelle que autant la plasticité que l'endommagement, les deux modèles d'endommagement qui ont été proposés, hein, eh bien, ne dépendent que d'une seule variable mnésique. Une seule. Hein. Bon, alors, donc, en fait, là, je vais faire un résumé des démarches pour que ça soit bien imprimé dans les têtes. Modèle a une variable mnésique. Alors, il y a une seule variable d'état mnésique, scalaire, hein, alpha. Alors, elle s'est appelée soit P pour la plasticité, soit C pour la cavitation, soit E pour les élongations. Vous voyez, bon, mais son nom générique, c'est alpha. Scalaire, objective. Alpha, donc, est l'histoire macroscopique hein, de phénomènes microscopiques supposés. Hein. C'est ça, et donc on a cherché à construire à partir des variables d'état macroscopiques, la déformation, éventuellement les directions d'anisotropie, hein, à chercher à construire une vision, mais macroscopique, de phénomènes microscopiques soupçonnés, à savoir des réarrangements de liaison ou bien des ruptures de liaison. D'accord? Voilà. La loi d'évolution alpha point, elle se déduit de la définition de alpha. La définition de alpha, ça veut dire la manière dont la variable mnésique enregistre l'histoire. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle enregistre? D'accord? Voilà. Et donc, en dérivant cette définition, on obtient la loi d'évolution alpha point. Vous vous rappelez de ça? Bien. Bon. Les modèles que j'ai proposés sont souvent à seuil, et c'est bien l'habitude, c'est quasiment la tradition, hein, de dire on va fixer une limite et on veut que, par exemple, le KV soit inférieur à KV lim, ou bien que la distorsion stérique soit inférieure à la distorsion stérique limite, mais ce n'est pas obligé. Hein. Ce n'est pas obligé, c'est-à-dire qu'on peut supprimer
Donc on avait un peu discuté là-dessus, là, sur ce que tu appelais la régularisation. Hein. C'est-à-dire qu'il est tout à fait raisonnable de prendre des modèles où le seuil est à 0 ou 1, enfin ça dépend de la grandeur, hein, pas de distorsion et pas de dilatation volumique. C'est-à-dire que ou bien ça plastifie tout de suite, ou bien ça s'endommage tout de suite. Hein, et vous avez la fonction h que vous pouvez introduire et qui vous permet de dire oui d'accord ça va plastifier tout de suite mais au début ça ne se voit pas, c'est tellement peu que ça ne se voit pas. Voyez, et donc c'est en choisissant la fonction h que ça vous permet de donner un faux seuil mais arrondi celui-là et qui simplifie beaucoup le traitement numérique des choses. Hein, puisque vous avez remplacé la fonction de Heaviside par quelque chose de d'où vous êtes tout de suite sur la frontière des états admissibles, tout de suite. Vous voyez ? Simplement, l'influence des petites valeurs de la variable mnésique peut être modulée, comme vous voulez, avec la fonction h. Vous voyez ? Voilà. Donc on peut supprimer les seuils. Retenez cette idée, hein, et c'est riche en applications. Quand le seuil est indépendant des anisotropies, c'est ce que j'ai fait dans les 3 modèles, hein, eh bien, ces modèles sont valables quelle que soit l'anisotropie du milieu. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, bon, dans la construction de votre fonction d'énergie libre, vous aurez un peu plus de travail parce qu'il faudra faire évoluer l'orientation relative de la déformation et de la direction d'anisotropie. Donc, il y aura mais c'est seulement dans les variables d'état cinématiques. Ça ne change rien pour la frontière des états admissibles, etc. L'énergie libre de Helmholtz, donc, ça sera toujours une fonction. Bon, de la température, ça c'est obligé, c'est la thermodynamique. I1, IM, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, donc ce sont les variables d'état cinématiques, c'est-à-dire celles qui se déduisent de la déformation et des directions d'anisotropie. Et alpha, la variable d'état mnésique, celle qui enregistre l'histoire. Hein. Il existera toujours un espace des états admissibles. Donc c'est une hypersurface qui délimite dans Rm plus 2 la partie admissible et la partie non admissible, hein, avec la frontière qui est un cas particulier où est en fait la seule partie de l'espace des états où on peut faire évoluer la variable mnésique. Voilà, l'expression de la contrainte donc, est toujours la même, hein. C'est le sigma ref alpha, donc je rappelle la formule, plus un sigma d, c'est-à-dire une contrainte dissipative, qui, elle, vous la choisissez comme vous voulez, enfin comme vous voulez. Non, c'est mieux de faire des expériences et de regarder si la valeur de la contrainte dépend ou non de la vitesse d'évolution. C'est tout. Hein. C'est ça qu'il faut contrôler. Et donc, encore une fois, c'est thermodynamiquement admissible de dire qu'on peut faire de la plasticité, de l'endommagement, sans dissipation intrinsèque. Ouais. On dépense bien du travail pour faire les réarrangements de liaison ou pour rompre les liaisons, mais ce n'est pas de la dissipation, ce n'est pas transformé en chaleur, c'est de l'énergie bloquée dans le matériau que vous ne pourrez jamais récupérer. Avec la condition, bien sûr, que la fonction sigma d doit donner une dissipation positive ou nulle. Hein. Donc sigma d de point d, forcément positif ou nul. Voilà. Ensuite, la continuité des contraintes sur la frontière des états admissibles. Ça, c'est une condition que vous aurez toujours à écrire aussi. Hein. Donc pensez-y quand vous allez construire l'expression de l'énergie libre en fonction des expériences. Et la continuité de sigma d, bien sûr. Et enfin, l'expression de l'énergie libre massique doit être physiquement sensée, c'est-à-dire construite à partir d'un chemin dans l'espace des états qui aboutit à un état quelconque. Hein. Ça, c'est le grave défaut qui arrive assez souvent et que je vois même presque toujours dans la construction de modèles. On ne cherche à en construire une énergie libre que pour satisfaire un essai de traction. Et un essai de traction, on ne parcourt pas tous les états possibles. Donc vous risquez fort de construire un modèle qui va satisfaire les mesures avec votre essai de traction, mais dès que vous sortez d'une sollicitation différente, eh bien, votre modèle n'a aucune raison de correspondre.
Donc ça, c'est important dans la construction de l'énergie libre, de construire un chemin qui aboutit à tout état admissible. Hein. Sinon, vous allez construire des choses qui marchent que pour l'attraction. Et donc, vous l'avez vu en plasticité, le chemin que j'ai fait, c'est changement de température à des formations bloquées, ensuite dilatation volumique, et ensuite des cisaillements dans un essai de cisaillement. Donc, jamais il y a eu un essai de traction, jamais il y a eu un essai de flexion, mais avec ça, vous obtenez n'importe quel état possible, y compris un essai de traction. Voilà. Bon. Alors, sur les trucs à une seule variable mnésique, je suis désolé, j'ai été un peu répétitif parce que, bon, bah, finalement, il n'y a qu'à changer la signification physique de la variable mnésique et on construit les modèles qu'on veut. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a plusieurs variables d'état mnésiques? Par exemple, vous pouvez imaginer que je veux faire un modèle d'un milieu qui est à la fois plastifiable et endommageable. Ah oui, bah alors il faudra deux variables mnésiques, une qui mémorise la plastification, une qui mémorise l'endommagement. Vous voyez? Alors voyons un peu comment ça se présente. L'objectif, donc, c'est d'améliorer la représentation macroscopique des phénomènes microscopiques, comme d'habitude, hein, et avec des variables d'état mnésique plus malignes que de simples scalaires. Hein. Voilà. Alors donc, exemple, un solide plastifiable et endommageable. Donc là, en fait, si je veux faire ça, il faut que je mette deux variables mnésiques scalaires, une qui enregistre la plasticité, une qui enregistre l'endommagement. Donc, j'ai deux modèles, un modèle de plasticité, un modèle d'endommagement. D'accord? Bon, mais on peut chercher plus compliqué. Par exemple, il y a des gens qui ont l'idée de dire « Ah oui, tiens, l'endommagement, j'ai envie de le représenter avec des microfissures. » Alors, une microfissure, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un vecteur qui donne la direction de la microfissure. Donc, cette fois-ci, je n'ai pas un scalaire mnésique, j'ai un vecteur mnésique qui va enregistrer la direction de la microfissure. Alors, il faudra choisir comment on enregistre cette microfissure. Hein. Bon, donc V, ça serait un vecteur unitaire qui donne l'orientation de la fissure, par exemple sa normale, ou bien au contraire, bon, enfin non, en principe c'est sa normale, c'est le plus commode. Hein. Et puis, vous pouvez lui adjoindre au vecteur unitaire, vous pouvez lui donner une norme si vous voulez lui donner une signification physique. Par exemple, l'ouverture de la fissure ou bien sa longueur. C'est comme vous voulez. Vous voyez? C'est-à-dire il faut que ça représente quelque chose de physique, c'est-à-dire que vous ayez une arrière-pensée physique pour dire je vais prendre un vecteur mnésique pour parler de l'endommagement ou de la fissuration. Hein. Donc ça ne peut être suggéré que par des observations microscopiques avec les outils qu'il faut pour voir ce qui se passe et donner des idées de grandeur macroscopique qui pourraient représenter ce que vous voyez microscopiquement. Vous voyez? Bon. Alors, donc, on va dire que lorsque vous avez un modèle à construire, vous devez avoir des variables d'état. Alors, j'ai pris ici des scalaires et des vecteurs, mais on pourrait bien mettre des tenseurs du second ordre aussi si vous pensez que vous pouvez représenter un phénomène microphysique avec un tenseur du second ordre. Hein. Bien. Donc, vous devez avoir forcément la température. Ça, on n'en discute plus. Hein, c'est obligatoire. C'est la thermodynamique qui nous l'oblige. Vous avez les variables d'état cinématique, donc la déformation et les directions d'anisotropie. Ou, s'il n'y en a pas, c'est comme vous voulez, à ce moment-là, vous faites de l'isotrope. Hein. Et donc, vous allez en déduire les variables scalaires I1 et IM dont j'ai parlé. Donc, un solide déformable, a priori anisotrope, mais qui peut être isotrope s'il n'y a pas de direction d'anisotropie. Et des variables mnésiques tensorielles. Alors, je vais développer ici aucun modèle, mais je vais vous montrer simplement à quoi vous vous engagez quand vous faites des trucs pareils. Hein. Voilà. Donc,
les variables tensorielles, j'ai mis des alphas en gras. Hein. Donc vous pouvez avoir des scalaires, des vecteurs, des tenseurs, si vous pensez que ces objets macroscopiques sont censés représenter un phénomène microscopique. Hein. Là, je ne tente pas de donner d'interprétation. Alors donc, à partir du théorème des fonctions isotropes, comme d'habitude, cet ensemble de variables tensorielles va aboutir à un ensemble de variables scalaires, et c'est celle-là que je vais énumérer. Hein. Donc, à cause du théorème des fonctions isotropes qu'on a utilisé n fois déjà. Hein. Donc, vous allez avoir, dans les variables scalaires indépendantes, la température, bien sûr, parce que ça, bon, c'est... Vous allez avoir les invariants du tenseur de déformation. Alors, vous prenez les 3 invariants ou moins, c'est vous qui voyez, selon que vous pensez que c'est important ou pas. Hein. Donc, les invariants de x et les invariants croisés de x et de chacune des directions de l'anisotropie. Hein. Alors, les directions de l'anisotropie, puisque c'est des tenseurs uniaxiaux, unitaires, ils n'ont pas d'invariant propre. Hein. C'est 1, 0, 0, ce n'est pas des variables. Hein. Et donc, vous n'avez que les invariants croisés entre le tenseur de déformation et les directions de l'anisotropie, c'est-à-dire ces invariants croisés qui traduisent l'orientation de la direction de l'anisotropie par rapport au tenseur de déformation. Hein. Bien. Ensuite, vous allez avoir les invariants des alpha points. Alors, donc, si c'est un scalaire, c'est lui-même, mais si c'est un vecteur ou un tenseur, je ne sais pas. Hein, c'est vous qui voyez, je ne sais pas ce que vous avez choisi. Et les invariants croisés des alpha points avec le tenseur de déformation. Vous voyez? Donc, voilà. Alors, ça va vite. Hein, parce que chaque fois, là, vous avez à gauche donc, les variables d'état cinématique, les i-points, les i1, i-m que j'ai déjà nommés. Hein, et là, vous avez les variables d'état mnésiques. Hein, et donc, on va faire le compte. Hein. Chaque fois que vous rajoutez un scalaire, c'est simple, vous rajoutez une variable d'état. Mais chaque fois que vous rajoutez un vecteur, eh bien, vous avez un invariant propre, c'est-à-dire la norme du vecteur. Vous voyez, hein. Alors, peut-être que vous n'en avez pas. Par exemple, si vous utilisez un vecteur unitaire, alors là, ça ne sera pas une variable d'état, mais souvent, si vous utilisez un vecteur complet comme variable mnésique, eh bien, il aura une norme et 2 invariants croisés avec x, c'est-à-dire donc le x2.nt et x2.nt. Hein, c'est les 2 invariants croisés nécessaires pour donner l'orientation d'un vecteur par rapport à un tenseur de déformation. Revoyez le théorème des fonctions isotropes. Hein. Donc, il introduit 2 invariants croisés. C'est-à-dire que tout ça, ça nous fait a priori 3 variables mnésiques en plus. Hein. Si vous prenez pour alpha un tenseur du second ordre symétrique, ça en fait encore plus. Hein. Vous allez avoir 3 invariants propres pour chacun des tenseurs. Hein, et vous allez avoir 3 invariants croisés avec x hein, pour définir l'orientation du tenseur alpha par rapport au tenseur de déformation. Vous voyez? Donc là, on rajoute 6 variables mnésiques. Vous voyez? Et il va falloir, quand on construit un modèle comme ça, être capable de dire ce qu'elles signifient, comment elles enregistrent l'histoire et comment elles évoluent. Vous voyez? C'est-à-dire, par exemple, j'entends parler de gens qui prétendent faire de la plasticité avec une décomposition FE-FP. FP serait la variable mnésique. Et ensuite, en plus, il n'est pas symétrique. Donc, il n'a pas 3 invariants propres, il en a 5. Bon. Mais, et comment vous allez dire, comment évolue, par exemple, l'orientation de FP par rapport au tenseur de déformation totale? Comment il évolue? Voilà, pas évident. Hein. Et donc, en fait, souvent, il y a des choses cachées dans les calculs. Ils disent, ah ben, on va supposer que c'est collinéaire avec tel tenseur, pour ne pas avoir donné les invariants croisés. Vous voyez, pour ne pas avoir à préciser comment évoluent les directions propres du tenseur alpha par rapport aux directions propres de déformation. Vous voyez? Bon, alors donc, voilà, je voulais juste dire, encore, ça peut bien s'envisager avec 2 scalaires, c'est-à-dire en voir un modèle endommageable et plastifiable. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour un modèle endommageable et plastifiable?
eh bien, vous le sollicitez. Il y a deux... oui, voilà. Donc, le choix des variables d'état indépendantes, donc T, IM et les alpha K. Les alpha K, il peut y en avoir beaucoup, ça dépend si vous aviez pris des variables tensorielles ou pas, mais de toute façon, à la fin, vous avez un certain nombre alpha K. Et c'est ça le plus gros travail, c'est qu'il faut comprendre comment les alpha K vont enregistrer l'histoire. Hein. Vous voyez, ça, il faut avoir une idée précise de ce qui se passe. Et je pense que construire des modèles avec énormément de variables mnésiques ne présente pas beaucoup d'intérêt, même d'un point de vue pratique, vu le nombre de variables qu'il y a à identifier. Donc, vous aurez K frontières des états admissibles, hein, et les états admissibles, ça sera l'intersection de ces K états admissibles. Par exemple, si vous avez un milieu avec plastification et endommagement, eh bien, vous avez deux frontières des états admissibles dans l'espace des états, et vous prenez l'intersection de ces deux domaines. Et quand vous suivez un chemin, eh bien, vous ne savez pas quelle est la frontière que vous avez à atteindre en premier. Vous voyez? Alors, par exemple, vous faites un essai de traction. Vous savez, dans l'essai de traction, il y a forcément une relation entre la dilatation volumique et la distorsion. Bon, hein. Et là, on ne contrôle pas, si vous voulez, indépendamment, le lambda 1 et les lambda transversaux. Hein. Donc, il y a une relation entre les deux, elle dépend du modèle de comportement, mais c'est lié, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans l'espace des états. Donc, avec un tel chemin, dans l'espace des états, vous allez atteindre une certaine frontière, laquelle, on ne sait pas. Vous voyez? Et avec le même matériau, si vous faites une autre sollicitation, par exemple une dilatation sphérique, vous allez atteindre une autre frontière, peut-être celle d'endommagement. Donc ça me fait des fois un peu rigoler quand on qualifie les matériaux de fragiles ou de ductiles quand on fait un essai de traction. Vous voyez? Si le matériau est à la fois endommageable et plastifiable, hein, eh bien, le fait que dans un chemin qui est un essai de traction, donc un chemin très particulier, hein, eh bien, vous atteignez peut-être la première frontière ou peut-être la deuxième, mais si vous faites une autre sollicitation, ce n'est pas sûr que vous atteigniez la même frontière. Vous voyez? Bon, alors donc, vous voyez que la distinction ductile-fragile, elle caractérise pour moi pas vraiment le matériau, mais les conditions d'essai aussi. Hein? C'est-à-dire que je peux plastifier par compression, hein, et donc un matériau très fragile comme le verre. Hein, c'est Vincent, comment, rappelle-moi son nom s'il te plaît, Thierry. Voilà, qui est venu nous faire un exposé sur le verre et qui nous a montré qu'on pouvait plastifier le verre très bien en compression hydrostatique jusqu'à 20%. Hein, c'est-à-dire qu'on le plastifie, c'est-à-dire qu'il y a une déformation permanente, hein, en compression sphérique. Vous voyez, et c'est un matériau réputé fragile parce que quand on tire dessus, effectivement, on atteint la limite de rupture, donc la limite d'endommagement, hein, avant la limite de plasticité. Parce que les distorsions n'ont pas eu le temps de se faire. Vous voyez, donc c'est très intéressant de remettre en question les concepts qui traînent partout, qui sont imprimés partout, et il faut se demander d'où ça vient. Hein, voilà. Alors, donc, je reprends ma démarche. Vous avez K frontière des états admissibles. Vous devez écrire K loi d'évolution, avec chacune une fonction H que vous choisirez. Hein. Et donc, la loi d'évolution, jusqu'ici, j'en avais pas. J'ai dit que ça ne dépendait pas de la température. Mais a priori, là, je vais être très général. C'est-à-dire que si la limite ne dépend de la température, quand vous dérivez votre alpha, à ce moment-là, eh bien, vous allez éventuellement des termes en T points. Hein, et ça vaudra le S alpha J 2.D lorsque cette variable d'état évolue. Hein, et donc, quand alpha J évolue, hein, le S alpha J, je les ai définis, je vous ai montré comment c'est un tenseur qui est fonction des déformations, etc. Hein, et ou bien 0 si quand ça n'évolue pas. Vous voyez? Mais ça pour chaque alpha J. Hein. Bon, et donc la dissipation intrinsèque dans toute évolution, c'est le schéma habituel pour aboutir à une loi de comportement, hein, donc l'expression de sigma.
Alors, quel que soit t, quel que soit d, vous allez avoir ça. Donc ça, mais à la fin, là, vous voyez, vous avez un sigma sur j égale à 1 à k des alpha j, c'est-à-dire que l'expression de la dérivée particulière est complète. Hein, et il se pourrait qu'il y ait du t point là-dedans. Il se peut, hein, ou pas, selon que vous dites que la limite est dépendante de la température ou pas. Voilà. Donc en fait, vous retrouvez tous les termes habituels. Ça, c'est le psi point. Là, vous avez le st point. Et là, vous avez le sigma d. Et donc, quand vous dites quel que soit t points, vous obtenez une relation de Helmholtz, mais je ne l'écris pas parce qu'elle peut être modifiée, étant donné que si le terme déronté de alpha j introduit un t point, vous avez un terme supplémentaire dans la relation de Helmholtz. Hein? Alors, c'est vrai qu'il y a des tas de gens qui ont écrit postulat de Helmholtz à la place de relation de Helmholtz. Bon, on a vu que ce n'était pas un postulat, puisqu'on peut le déduire de la dissipation intrinsèque non négative. Et voilà un cas où ça n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'on peut avoir une relation un peu plus compliquée, hein, entre les deux fonctions d'état. D'accord ? Donc, elle sera inhabituelle si le terme déronté sur déronté alpha j t point existe ou n'existe pas. Vous voyez, ce sera inhabituel. Hein, il y aura un petit terme en plus. Voilà. Et ensuite, quand on fait le quel que soit d, ben, on obtient la loi de comportement mécanique, donc qui va être le sigma ref, là, plus tous les termes qui viennent lorsque la variable d'état évolue ou n'évolue pas. Alors vous voyez que construire un chemin dans ce cas-là, ça va être compliqué. Parce que si vous voulez obtenir un état général, admissible, hein, il va falloir faire évoluer chacune des variables d'état. Voyez ? Donc je vais devoir construire un chemin dans l'espace des états qui va partir de l'état initial, qui va faire évoluer, bon, TKV, les I1, IM, hein, ça c'est facile, mais qui va faire aussi évoluer la plastification et l'endommagement. Vous voyez ? Donc il va falloir construire des chemins un peu plus compliqués qui passent par les deux frontières des états limites pour obtenir un état avec un endommagement quelconque, une plastification quelconque et des variables d'état cinématiques quelconques. Donc il y a plus de travail. Le chemin va être décomposé en plusieurs petits morceaux. Vous voyez ? Plus, comme d'habitude, la contrainte dissipative qu'on met ou qu'on ne met pas selon que vous avez des dépendances à la vitesse de déformation ou pas. Voilà. Avec la même condition de continuité des contraintes qui, elle, va se traduire pour chaque variable de mnésique que vous aurez prise. Hein. C'est-à-dire, sur la frontière de alpha k, eh bien, c'est la dérivée de psi par rapport à alpha k qui est égale à 0 lorsqu'on évolue sur la frontière. Hein. Et ceci pour chaque alpha k, c'est-à-dire donc que vous avez autant de conditions à faire respecter pour l'énergie libre. Donc ça fait de plus en plus de travail quand même pour la construction du modèle. Hein. Voilà. Vous obtenez donc k conditions sur les dérivés de la fonction énergie libre. Hein. Voilà. Donc les k conditions, les voilà. C'est-à-dire que quand alpha j évolue, eh bien, la dérivée par rapport à alpha j de l'énergie libre doit être égale à 0 quand elle évolue, c'est-à-dire quand on est sur la frontière des états admissibles pour cette variable d'état-là. Voilà. Bien. La construction de f psi, bon, ben, j'en ai parlé déjà, hein, c'est-à-dire qu'il y a plus de travail pour construire un chemin qui aboutit à un état quelconque. Hein. Voilà. Bon. Alors, donc vous comprenez que je ne vais pas développer ça. Le développement du modèle, par exemple, à la fois plastifiable et endommageable, ce n'est pas trop difficile parce que vous avez déjà fait le 3/4 du travail avant. Hein. Mais pour envisager des variables d'état, comme je vois, tensorielles, ça ne me paraît pas raisonnable. Hein. C'est-à-dire que vous allez éventuellement arriver à construire un modèle qui vous donne l'évolution du tenseur par rapport au du tenseur mnésique par rapport au tenseur de déformation, mais dans les textes que j'ai lus, cette évolution, elle est simplifiée avec des hypothèses qui ne sont pas raisonnables, hein, pour qu'on puisse écrire quelque chose.
par exemple des collinéarités entre tenseurs ou des choses comme ça, hein, qui ne sont pas forcément justifiées, sauf pour des raisons calculatoires. Vous voyez? Voilà. Bien. Bon. Alors, après, oui, il y a encore un point que je voulais donc mettre dans le résumé, le choix des contraintes dissipatives. Ça, c'est avec des expériences à vitesse contrôlée, hein, pour dire est-ce que la contrainte dépend de la vitesse ou pas. Voilà. Hein. Bien. Alors, je vais conclure. Alors, d'abord, la suite logique des cours que j'ai faits, c'est-à-dire qu'ils étaient tous nécessaires. Premièrement, on a fait un cours d'algèbre et d'analyse tensorielle, en dimension 3 essentiellement, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas lui faire dire tout ce qu'on ne peut pas lui faire dire. Notamment, il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Ah oui, mais je vais pouvoir faire de la relativité ». Non. Hein. Il n'y en a pas assez, le tenseur métrique, ce n'est pas le même, et il manque une dimension. Donc non, pas de relativité. Il faut en faire un peu plus. Bien. Les opérations tensorielles qu'on a vues, addition, produit tensoriel, trace, produit contracté simple, produit contracté double, et puis on peut contracter encore plus si on veut. Voilà. Donc ça, c'est des opérations algébriques. Hein. Bon, sur les tenseurs. Alors bon, là, peut-être je l'avais fait en dimension n, mais en fait, on s'est vite ramené à la dimension 3 par la suite, notamment quand on a fait les tenseurs du second ordre. C'est-à-dire que là, on n'avait que 3 valeurs propres, on a dit tout de suite. Hein, alors que normalement, il y en a n. Hein. Et on a parlé donc symétrie, antisymétrie. Ça, c'est la décomposition classique. Le sphérique déviateur, déviateur mal nommé. Et bon, j'y peux rien, je parle comme tout le monde. Ça ne dévie pas. Ou ça ne fait pas que dévier, plutôt. Le spectre, c'est-à-dire valeur propre, invariant, etc. Les tenseurs définis positifs et l'orthogonalité. Les tenseurs orthogonaux, très importants. En fait, ça ne paraît pas comment dire, nécessaire au début, mais on voit vite que quand on fait de la thermodynamique, c'est essentiel. Et la décomposition polaire. Et puis voilà. Ensuite, on a regardé les fonctions tensorielles. C'est-à-dire des tenseurs fonction de tenseurs. Hein. Et en fait, le plus important, c'est en fait les fonctions à valeur scalaire, fonction de tenseurs. C'est les seuls qui nous ont servi. Pourquoi? Parce que les deux potentiels thermodynamiques, l'énergie interne et l'entropie, sont des valeurs scalaires qui sont des fonctions d'état, c'est-à-dire fonctions de tenseurs. Et donc, le plus important pour aboutir à l'aboutissement de ce chapitre, c'était pour le théorème des fonctions isotropes. Hein. Donc ça, vous avez vu que ce théorème des fonctions isotropes, j'en ai besoin tout le temps en thermodynamique. Hein. Donc c'est essentiel, c'est-à-dire que ça ramène des fonctions scalaires, à valeur scalaire, fonctions d'argument tensoriel, à des fonctions scalaires, fonctions de plusieurs scalaires. Donc, je n'ai plus eu besoin de dériver par rapport à des tenseurs, hein, et de dire à l'occasion un certain nombre de bêtises que j'entends quelquefois quand les gens dérivent par rapport à un tenseur. Bien. Ensuite, on a étudié des champs tensoriels avec des opérateurs dont on a besoin en cinématique, le gradient, la divergence, le rotationnel et le laplacien. Donc ça, c'est des choses qui étudient la distribution d'un tenseur dans l'espace. Hein. Ensuite, on a regardé la cinématique. Ça, c'était le deuxième cours. Et tout le monde prétend tout savoir en cinématique, mais quand même, il y a des points importants qui sont souvent négligés dans les cours élémentaires. Donc, en cinématique, je parle de milieu continu. Hein, donc, je sais calculer des gradients, des divergences, etc. Et donc, vous ne m'avez jamais entendu prononcer le mot volume élémentaire représentatif, par exemple, puisqu'il n'y a pas de petit volume. Moi, je n'ai que des particules. Hein. Et dans le cadre de la physique classique, c'est-à-dire que dans la physique classique, les longueurs sont les mêmes pour tous les observateurs. Ce n'est pas vrai en relativité, bien sûr. Alors, un point important, donc, qui n'est pas souvent souligné dans les cours de cinématique, c'est les changements d'observateurs. Qu'est-ce qui se passe quand on change d'observateur? C'est pourtant de la cinématique élémentaire, hein, mais c'est rarement exposé. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est quand même essentiel, étant donné que quand on change d'observateur, il y a des variables qui changent, celles qui sont objectives, par exemple un scalaire, une longueur, vous changez d'observateur, la longueur ne change pas, mais vous changez d'observateur, la vitesse ça change. Donc il y a quand même des choses qu'il faut distinguer, c'est l'objectivité de certaines grandeurs physiques. Hein. Et bon,
Donc les grandeurs objectives et aussi les relations universelles. Alors souvent c'est confondu, c'est-à-dire que quand vous lisez des textes, même dans Truesdale, il fait des salades là-dessus, il parle par exemple de relations de comportement objectives. Ça c'est complètement pas possible à définir, c'est-à-dire que l'objectivité c'est une caractéristique attribuable à une grandeur physique. Hein. La relation universelle, c'est quand on change d'observateur, la relation est la même. Donc la loi de comportement, par exemple, est la même. Hein, on aimerait bien que la loi de comportement d'un matériau soit la même pour tous les observateurs. Hein, c'est quelque chose d'important. Bon, alors donc ces choses-là, j'ai bien souligné tout ça en cinématique, je ne fais que rappeler les concepts. Hein. Ensuite, après, on a attaqué la déformation. Alors, sans la déformation, ni grande ni petite, des déformations, c'est tout. Hein. Et le tenseur des taux de déformation, ça c'était des concepts importants pour la suite. Hein. Le tenseur des taux de déformation, très important, surtout pour la mécanique des fluides, parce qu'on n'a pas de forme de référence, tandis que le tenseur de déformation, lui, c'est spécifique de la mécanique des solides, puisqu'on a une forme de référence à partir de laquelle on regarde les variations de longueur, c'est-à-dire la déformation. Bien. Ensuite, on a vu les équations générales de la mécanique des milieux continus. Bon, toujours dans le même cadre, milieu continu, physique classique. Hein. Donc, ça veut dire conservation de la masse. Hein. Si on n'est pas en physique classique, on n'a pas conservation de la masse. Parce que, enfin, ou en tout cas, la masse a une autre définition que la quantité de matière, c'est aussi l'énergie. Donc, et je rappelle l'équation de la conservation de la masse, celle pour les mécaniciens des fluides, c'est-à-dire celle qui n'est pas intégrée, et puis équivalent à celle qui nous intéresse pour les solides, c'est-à-dire ρ sur ρ0 égale kV. Et donc, comme je vois quelquefois écrit ρ égale ρ0, c'est absurde, c'est souligner que kV, il n'y a pas de dilatation volumique dans les solides. C'est quand même assez bizarre. Ensuite, la mécanique de Newton. Ça, c'est le bon vieux divergence de sigma plus f égale 0. Non, pas égale 0, égale rho gamma, c'est-à-dire que je n'ai pas dit que c'était à l'équilibre. Bon. Après, c'est vous, dans votre problème, vous dites je prends en compte les accélérations ou pas. C'est votre problème. Ensuite, la conservation de l'énergie. Alors, celle-là n'est pas toujours donnée, et c'est dommage, parce que quand même, il est clair que dans les problèmes industriels, on ne peut pas négliger les phénomènes thermiques et que l'énergie thermique intervient de manière, je ne sais pas, si vous voulez calculer un moteur ou n'importe quoi, la plupart du temps, même un pont, un côté au soleil, un côté à l'ombre, ça suffit pour dire qu'il n'est pas possible de dire que les températures sont uniformes. Hein. Il n'est pas possible de dire que l'énergie solaire qui est rentrée sur une face ne sert à rien. Hein. Bon, donc, la conservation de l'énergie complète. Alors, dans beaucoup de logiciels, elle est mal écrite, elle est incomplète, il n'y a pas tout. Hein. Voilà. Et le second principe de la thermodynamique, qui, dans les cours élémentaires, n'est pas exposé. Pourquoi? Eh bien, parce que dans les cours élémentaires, on vous balance une loi de comportement qui est censée être thermodynamiquement admissible. Donc, on n'a pas à vérifier qu'elle vérifie le second principe. Elle est censée le faire. Sauf que ce n'est pas toujours vrai. Hein. Par exemple, la loi de Hooke. Hein. Bien. Alors, donc, ça, le second principe de la thermodynamique, vous l'aurez compris avec les derniers cours, c'est ça qui me permet de construire les lois de comportement, hein, celles qui sont thermodynamiquement admissibles. Hein. Donc, vous n'arriverez jamais à faire une hypoélasticité à partir de ça, ce n'est pas possible. Hein. Voilà. Et donc, la dissipation intrinsèque, premier morceau, dissipation thermique, dernier morceau. Alors, la dissipation thermique, elle n'est jamais nulle. Parce que ce n'est pas raisonnable de dire que le grade T est égal à 0. Hein. C'est vraiment bizarre, quoi. Donc il n'y a pratiquement aucun problème industriel où la température est uniforme. Hein. Et donc il y a des flux de chaleur. Il faudra donner une loi de conduction Q en fonction de gradient de T, la loi de Fourier si vous voulez, mais il y en a des meilleures, surtout celles qui sont pour les milieux anisotropes. Il faut améliorer ça. Et donc la dissipation intrinsèque. Jusque-là, on a dit que la dissipation intrinsèque était non négative, mais ça, c'est parce qu'on est dans un milieu monoconstituant. Hein, je le rappelle, monoconstituant, ça veut dire qu'il n'y a pas de réaction chimique, pas de changement de phase, etc.
parce que ces phénomènes-là, s'ils existent, ils peuvent être endothermiques ou exothermiques, et donc la dissipation intrinsèque peut être négative. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la dissipation totale, elle, est non négative, mais la dissipation intrinsèque peut être non négative, notamment supérieure ou égale à moins la dissipation thermique. C'est-à-dire que si vous avez un phénomène endothermique, par exemple un changement de phase ou une réaction chimique, eh bien la chaleur, elle vient de la dissipation thermique, c'est-à-dire des échanges de chaleur à l'intérieur du milieu. Voilà, donc la dissipation totale est toujours... Mais comme j'ai limité toutes mes considérations sur les monoconstituants, alors au sens large, par exemple un alliage, je le considère comme un monoconstituant, tout simplement parce qu'il n'y a pas de changement de la composition de l'alliage. Mais si vous avez des multiconstituants, il faut rajouter dans les variables d'état des variables de concentration des constituants en présence, puisque ça peut varier. Donc ça va changer l'état. Et là, dans ce cas-là, eh bien, la thermodynamique est un petit peu plus longue à écrire parce que vous avez des variables d'état supplémentaires. D'accord ? Bon, alors donc moi j'ai dit les monoconstituants, le seul phénomène interne qui peut s'y produire, c'est le frottement, qui est exothermique. Donc la dissipation intrinsèque est nécessairement non négative. D'accord ? Bien. Le quatrième cours, c'était l'élasticité. Alors l'élasticité, en fait, c'est la thermoélasticité, parce que j'ai jamais enlevé la température, et avec des déformations quelconques. Vraiment, ça. Après, si vous avez envie qu'elle soit petite, vous abîmez la théorie comme vous voulez, mais on n'a pas besoin. Donc, alors, ce qui est important, c'est la définition thermodynamique de l'élasticité. Il y a les variables d'état sont la température, donc, une déformation, parce qu'on a un solide, et donc on se réfère à la forme de référence, et d'éventuelles directions d'anisotropie si vous traitez un problème anisotrope. Voilà. Donc ça, c'est les variables d'état que j'ai qualifiées variables d'état cinématiques. Voilà. Il n'y a pas de variable nésique en élasticité. Ça, c'est important. C'est-à-dire que quel que soit le chemin que vous avez suivi pour aboutir à un état, le résultat, il est le même. Ensuite, la dissipation intrinsèque est nulle. En termes pratiques, ça veut dire pas de frottement. Sinon, ce n'est pas élastique. Donc, mais la dissipation thermique, elle peut être positive, et même elle l'est presque toujours. Les sigma est une fonction d'état. Voilà les trois conditions nécessaires et suffisantes pour qu'on construise un modèle de comportement élastique. Là, sigma est une fonction d'état, ça veut dire que le tenseur des contraintes ne dépend que de l'état et de rien d'autre. Par exemple, pas de la vitesse de déformation. Bien. Alors, on a vu après en élasticité les solides isotropes. Donc, pas de direction d'anisotropie, on enlève des variables d'état. On a vu et on a construit dans le cours d'élasticité et complètement un modèle d'isotrope transverse pour montrer comment ça se passe quand il y a une direction d'anisotropie. Quand il y en a plusieurs, c'est à peine plus compliqué, sauf que les expressions sont plus longues. Donc, et ensuite, j'ai construit l'élasticité générique. C'est celle que j'ai rappelée au début du cours lundi dernier, pour montrer qu'il y a des expressions issues de l'élasticité qui nous resservent, notamment le sigma ref, que vous avez vu passer plusieurs fois. Bien, donc pour toutes anisotropies cette fois-ci, puisque je n'ai pas dénombré les I1, IM, c'est-à-dire le M, je ne l'ai pas donné. D'accord? Bien. Et enfin, en dernier cours, donc celui-là, c'est l'inélasticité. Alors le nom est un peu prétentieux, vous voyez que je n'ai pas fait le tour. C'est-à-dire que j'ai montré plein de portes ouvertes pour dire voilà comment on peut construire des modèles inélastiques, alors que la porte était fermée en élasticité. Il suffit de dire combien vous voulez d'anisotropie et c'est tout, et la loi tombe. Bien. Alors donc, thermo-inélasticité évidemment, on ne va pas enlever la température parce que c'est inélastique. Déformation quelconque aussi, j'ai fait aucune hypothèse sur les déformations. Ça rentre dans les I1, IM. Et toutes anisotropies. Voilà.
Alors, définition, c'est simple, est inélastique ce qui n'est pas élastique. C'est-à-dire, il suffit de violer une des trois règles qu'il y a là-haut, hein, pour que ce soit inélastique. Soit il y a une variable nésique, soit la dissipation intrinsèque n'est pas nulle, oui, n'est pas nulle, est positive quand même, et soit sigma n'est pas une fonction d'état, par exemple fonction de D, comme on l'a vu. Voilà. Vous voyez, donc la définition est tellement générale qu'en fait, on a énormément de possibilités de comportement inélastique. On en a vu un assez grand nombre, sans variable nésique. Avec une seule variable nésique, on a déjà vu plusieurs modèles avec une seule, et puis avec plusieurs variables nésiques, par exemple à la fois endommageables et plastifiables, etc. Hein. Donc, négation d'un des axiomes, hein, sans variable nésique, donc on a abouti à ce que tout le monde appelle la viscoélasticité, mais bon, on peut faire mieux, à une seule variable nésique, donc plasticité endommagement, c'est les deux cas que je viens d'envisager, hein. Et à plusieurs variables nésiques, alors là, vous prenez la responsabilité de construire des modèles impossibles à utiliser à cause du trop grand nombre de variables d'état. Hein. Alors, voilà, c'est l'un des problèmes de la modélisation du comportement des milieux continus, c'est précisément de dire que vous allez faire un compromis entre la variable d'état mnésique super fine, la tensorielle, qui va vous représenter le phénomène que vous avez envie de voir, et le nombre de variables d'état que vous allez avoir, et la fidélité, compromis entre la fidélité avec les expériences et la complexité du modèle. Et vous voyez qu'en augmentant le nombre de variables mnésiques, le modèle devient rapidement, surtout si vous prenez des variables tensorielles ou vectorielles, le nombre augmente rapidement. Hein, et le modèle devient pratiquement inutilisable, pratiquement. Hein. Voilà. Donc, des comportements complexes. Alors, je ne nie pas qu'il puisse être nécessaire d'entrer des variables nésiques plus évoluées, hein, mais essayez de rester quand même raisonnablement exploitable, hein, parce que sinon, vous n'allez pas faire un grand-chose. Voilà, donc ça c'était le résumé des 4 cours et leur suite logique. Vous avez vu qu'en fait, à chaque cours, j'ai eu besoin du précédent. Notamment sur le cours sur les tenseurs, il s'est construit au fur et à mesure. C'est-à-dire que chaque fois que j'avais besoin d'un bout de théorie, je l'ai rajouté devant pour rendre la lecture plus fluide dans la suite. Hein. Alors il reste quand même des questions non abordées, donc vous avez du travail à faire. Hein, parce que moi, j'ai fini. Hein, voilà. D'abord, les milieux monoconstituants à comportement complexe. Donc, je viens d'en parler. Hein. Par exemple, dans les élastomères, il y a des trucs dont je n'ai pas parlé et qu'on doit chercher à modéliser, comme l'effet Mullins. Je mets effet entre guillemets parce que c'est une observation empirique, mais est-ce que ça correspond à quelque chose de nouveau ou pas nouveau? On peut y réfléchir. Hein. L'effet Mullins, vous savez, on commence par solliciter un élastomère. Et puis, une fois qu'on l'a sollicité une fois, après, il a un comportement différent. On peut voir ça comme de l'endommagement. Vous voyez? Bon, voilà. Alors, c'est nommé effet Mullins, ça fait très savant, mais je crains fort que ça ne soit que de l'endommagement et qu'après, comme on continue à se solliciter avec les mêmes amplitudes, ça ne s'endommage plus. Bon, l'effet Payne. Là aussi, ça me paraît un nom savant pour pas grand-chose. C'est simplement le fait que quand on fait un essai de cisaillement, eh bien, la courbe, ce n'est pas une droite. Hein. On regarde la contrainte tangentielle en fonction du déplacement et on s'aperçoit que ce n'est pas droit. Ouais. Bon, ben, des fonctions non linéaires, on en a vu plein. Moi, je n'ai pas fait d'hypothèse sur les déformations. Donc, il est certainement possible de construire une énergie libre qui reproduit l'essai dont on a besoin. Hein. Bien, bon, mais enfin, ça reste à faire. Je n'ai pas été jusqu'au bout pour dire, voilà, comment on modélise un effet Payne. Hein. Il faut le faire, mais la méthode est donnée. Ensuite, les milieux multiconstituants. Ça, je ne l'ai pas abordé, je l'ai un peu évoqué. Il faut des variables d'état de concentration des constituants, puisque ça va changer d'état chaque fois qu'il y aura des concentrations qui évoluent. Changement de phase, réaction chimique, etc.
Donc des milieux multiphasiques, on dit quelquefois. Moi j'aime bien multiconstituants, parce que multiphasique, ça sous-entend à la fois solide et fluide, par exemple, c'est possible, mais il peut aussi y avoir des changements de phase solide-solide. Hein, comme dans les aciers, on parle souvent de martensite, d'austénite, etc., hein, qui sont des phases différentes. Donc c'est multiphasique, ça a des propriétés mécaniques différentes, puisque les arrangements cristallins sont différents. Hein. Bon, voilà. Alors, il faut donc des variables d'état non mnésiques supplémentaires qui représentent les concentrations de n-1 constituants. Sachant que n, c'est le nombre de constituants, bien sûr. Hein. Voilà, bon, donc ça, c'est nécessaire. Et donc, il va falloir, en connaissance de phénomènes physico-chimiques, donner comment évoluent ces concentrations, quelles sont les lois d'évolution de ces concentrations. Hein. Donc, d'autre part, les variations de concentration sont généralement exothermiques ou endothermiques. Changement de phase, ça se fait, ça dépend dans quel sens on le produit, mais ça peut être endothermique ou exothermique. Ce qui veut dire que dans l'expression de la dissipation, vous allez avoir une dissipation intrinsèque avec des termes supplémentaires, pas seulement le frottement, hein, jusque-là on n'avait que du frottement, mais des termes supplémentaires dus aux variations de concentration. Bien. Elles induisent donc une dissipation intrinsèque supplémentaire, éventuellement négative, hein, si c'est endothermique. Voilà. Le plus gros problème, c'est pour ça que je n'ai jamais fait de cours là-dessus, c'est que je n'ai pas à régler la question de manière satisfaisante intellectuellement. C'est la définition des efforts intérieurs dans ce genre de milieu multiconstituant. Dans mes lectures, je vois que, par exemple, des cours sur les sols mouillés, on parle de 2 tenseurs des contraintes, un dans l'eau, un dans la roche. Et puis, dans d'autres cours, on n'a qu'un seul tenseur des contraintes, on voudrait savoir. Donc moi, pour l'instant, je ne veux pas me lancer dans un développement comme ça, mais c'est vous qui le ferez, hein, pour faire une définition correcte du tenseur des contraintes dans les milieux multiconstituants. Voilà, je pense qu'il faut revenir aux bases profondes de la MMC, revoir la théorie de Cauchy et en penser en termes de multiconstituants. Un ou plusieurs tenseurs. Voilà, la question, je la laisse ouverte, hein, et je n'y réponds pas. Ensuite, les matériaux à mémoire de forme. Ça aussi, c'est un truc, je ne sais pas si je devais en faire un cas particulier, parce que si on y regarde de près, du point de vue microphysique, c'est vraiment un changement de phase, souvent. Hein. C'est ça qui provoque le changement de forme. Mais enfin, c'est des matériaux à la mode. Hein. Donc, bon, allez, il faut écrire ça proprement. Hein. Donc, c'est à 2 constituants. Hein, et il faut écrire leur modélisation de comportement d'une manière un peu propre. Pour l'instant, j'ai vu beaucoup d'empirisme, mais pas beaucoup de théorie. Voilà. Les milieux granulaires. Alors là, c'est la bouteille à l'encre. Je pose la question sans y répondre. Peut-on les traiter comme des milieux continus? Voilà. Hein. Il y a, par exemple, des phénomènes perturbants comme le blocage des silos qui ne peut pas s'expliquer en milieu continu. Hein. Donc, effectivement, quand on regarde un tas de sable qui s'écoule, on a envie de dire, bon, c'est peut-être un solide, c'est peut-être un fluide, etc. Pour l'instant, il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui écrivent des choses, mais rien de bien structuré, bien cohérent, pour l'instant, à mon avis. Hein. Voilà. Donc, je laisse la question posée. Peut-on les traiter comme des milieux continus ou pas? Hein. Voilà. Pensez à des travaux comme les boules de Michel Jean, par exemple, qui voient donc les milieux granulaires comme des petits solides avec des circuits d'effort, et puis d'autres comme le physicien dont j'ai oublié le nom, Charpak, je crois, qui veut voir ça comme des fluides. Bon, voilà, quoi, il y a des questions qui se posent. Est-ce que la mécanique des milieux continus a quelque chose à voir avec ces choses-là ou pas? Hein. Les milieux polarisés, ça aussi c'est à la mode. Je parle donc de la piézoélectricité, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque particule, vous associez une direction, parce que vous pensez que chaque particule est un dipôle magnétique, et cette direction n'est pas une direction matérielle. Hein, ça dépend du champ électrique qu'il y a autour, etc. Hein. Et donc là, il y a une refonte totale de la notion de déformation là-dedans. Hein.
et aussi une refonte totale du tenseur des contraintes qui, si j'en crois mes petites réflexions dans mon coin, n'est plus symétrique. Hein. Bon, alors donc, en tout cas, il y a des équations à mettre en plus, c'est les équations de Maxwell, parce qu'il faut régler les phénomènes électromagnétiques. Hein. Et notamment, donc, sans aller jusqu'à Maxwell, quelquefois on ne regarde que le champ électrique et pas le magnétique, la piézoélectricité. Et ça, c'est très à la mode, parce que la piézoélectricité, c'est très employé dans les capteurs, et même maintenant dans des moteurs. Hein, là aussi, il y aura des besoins industriels pour faire des modèles corrects de ce genre de choses, et non linéaires, bien sûr, parce que sinon, c'est pas la peine, il n'y a qu'à écrire... Voilà. Et puis, sûrement d'autres problèmes que j'ai oublié de lister et qui sont des questions ouvertes et que vous ferez. Voilà. Bien. Donc, il reste du travail à faire. Hein. Place aux jeunes. La suite est à développer. Moi, je suis trop vieux. Je vais arrêter là. Question ouverte, celle que je viens d'évoquer. Des matériaux nouveaux qui vont apparaître. Qui ont certainement des propriétés encore bien spécifiques. On voit apparaître des tas de choses bizarres. Je voudrais terminer mon exposé sur 2 recommandations. Hein. La première, et elle m'a été salutaire, ne rien croire sur parole. Même pas moi. Vous devez vérifier toutes mes affirmations, vérifier toutes mes démonstrations. Et moi, je me suis fait avoir pendant longtemps quand j'étais étudiant. Hein. On m'a rentrer dans la tête des faux théorèmes, des faux principes, hein, et dont j'ai eu le plus grand mal à me débarrasser. Hein. Donc, recommandation salutaire, si j'ai choisi de parler de la mécanique des milieux continus comme je l'ai fait sous la forme d'un cours, c'est parce que je voulais que toutes mes affirmations soient démontrées. Pas seulement avec une référence, quelqu'un a dit quelque, pas de chapelle, rien du tout. Hein. Ne croyez personne sur parole, ou en tout cas, allez voir la publication et vérifiez-la. Ne la croyez pas. Hein. Il y a généralement, elles sont douteuses parce qu'il y a souvent des hypothèses cachées, non exprimées, hein, et on fait dire, et des sous-entendus, c'est-à-dire qui ne sont même pas exprimés, et donc que vous généralisez abusivement parce que vous avez oublié que ce travail est dans un certain contexte et vous le sortez du contexte et vous lui faites dire ce qu'il ne peut pas dire. Vous voyez ? Donc, prudence, prudence, prudence. Hein. Il y a beaucoup d'affirmations d'experts qui sont des affirmations d'autorité ou des traditions et dont il est très difficile de se débarrasser. Et pour s'en débarrasser, il n'y a qu'une seule manière, c'est de chercher à les démontrer, ou de vérifier les démonstrations, ou d'aller fouiller pour trouver les hypothèses cachées. Hein. Souvent, il y a écrit en plein milieu d'un paragraphe, pour simplifier, on prendra ça, on ne se rend pas compte des conséquences et on continue. Et c'est caché. Hein. Alors, je suis très sensible à cette affaire parce que ça m'a fait perdre énormément de temps. Hein. Et donc, dans mes cours, vous verrez que toutes les hypothèses sont numérotées. Hein, donc, facilement repérables. Bien, gardez un esprit critique, mais constructif. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire c'est de la merde, il s'agit de dire simplement, bon, je ne suis pas d'accord, je vais vérifier, et s'il faut faire autre chose, on fait autre chose. Hein, mais être solide. Alors, un autre point important, la loi de la majorité n'a aucune valeur en science. Hein, ce n'est pas parce qu'il est communément admis, comme je le lis souvent, hein, que quelque chose est bon. Hein, ça, c'est pas vrai. Hein, donc, je ne me laisse plus à faire par la loi de la majorité. Voilà, au moins en science. Hein, voilà, j'irai pas au-delà. Deuxièmement, je vous conseille de pratiquer l'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire ne pas cacher vos hypothèses, hein, et de les mettre en évidence. Hein, hypothèse ou conjecture. C'est-à-dire, bon, vous avez le droit de faire des conjectures, mais il ne faut pas les cacher. Il faut les mettre en évidence, au contraire, pour dire, voilà, je suppose que ça, c'est vrai. Hein. Pratiquer une rigueur théorique. Rigueur théorique, ça veut dire faire des démonstrations, des vrais, pas des phrases grammaticalement correctes. Hein. Mieux que ça. D'accord ? Et expérimental, parce que quand on regarde une expérience,
eh bien, on a un danger d'interprétation abusive parce qu'on a imprimé dans la tête un faux modèle, du genre loi de Hooke, par exemple. Hein. Voilà. Alors donc, attention aux interprétations expérimentales. Hein. C'est-à-dire, vous regardez une expérience, oui, ça c'est de la plasticité, ça c'est de l'endommagement, ça n'a rien d'évident du tout. Hein, quand vous regardez une expérience. Il faut être avec le danger d'interprétation abusive. On reparlera de ton problème plus tard. Hein, la thèse d'Harold. Voilà. Et donc, la malhonnêteté est nuisible à tous et pour l'avenir. C'est-à-dire que même si vous allez gagner un peu de temps dans votre carrière en faisant un papier soi-disant brillant, hein, eh bien, il est faux, hein, parce que malhonnête, et ça va me déranger comme tous les autres. C'est-à-dire que si on vous croit sur parole, vous enchaînez des choses fausses. Voilà. Alors, je suis désolé, c'est un petit peu prétentieux à la fin, mais c'est un conseil pour les jeunes, parce que moi, je me suis fait avoir aussi. Hein. Et donc, j'espère que je vous ai donné l'envie de poursuivre, et je vous remercie de votre attention. Voilà. Bon, peut-être des questions. Pas particulières à la thèse, c'est particulier. Voilà. Des questions? Oui, pour l'enregistrement, c'est mieux. Non? C'est pas vraiment une question, mais j'ai loupé le moment hier quand tu m'as vu froncer les sourcils. C'est parce que j'ai loupé le moment où tu justifiais pourquoi la dérivée de l'entropie, de l'énergie libre, devait être nulle sur la frontière. Oui, c'est la condition de continuité des contraintes. Oui. Et donc, si tu veux bien la refaire rapidement, c'est cette explication-là, juste j'ai loupé pourquoi ce devait être nul. Bon, je vais retrouver le... Alors, c'est dans la plasticité. Encore avant. Voilà, si, c'est là. Voilà, on a trouvé donc deux lois de comportement. Hein. Donc sigma égale sigma RFP, donc construit avec l'énergie libre. Et puis ça, c'était en évolution plastifiante, hein, c'est-à-dire lorsque ici P point est différent de 0. Hein. Donc en évolution non plastifiante, puisque P point est égal à 0, il n'y a pas le terme du milieu. Hein, on se rappelle, il est dans le... On le voit peut-être un peu mieux avant. Voilà. Dans l'équation là-haut, voilà, ce qui est en rouge là-haut, hein, ou bien tu vois que le terme dérompé de psi, il est facteur de 0 ou 1, hein, et donc il apparaît ou il n'apparaît pas. Donc si on est en évolution non plastifiante, eh bien, le terme dérompé sur dérompé est multiplié par 0 et donc n'apparaît pas. C'est donc la deuxième loi de comportement, elle est comme ça. D'accord? Bien. Alors maintenant, imaginons un état qui est sur la frontière des états admissibles. Il a deux lois de comportement, hein, et il faut que, donc, soit je suis en train de continuer à plastifier, soit au contraire en train de quitter la frontière des états admissibles vers l'intérieur des états admissibles, auquel cas j'ai la deuxième loi de comportement. Et donc pour l'état qui est sur cet état actuellement, la contrainte doit être la même, quelle que soit son évolution future. C'est ça que j'appelle la continuité des contraintes. D'accord? Donc, pour un état qui est sur la frontière des états admissibles, eh bien, la contrainte doit être la même, quelle que soit sa future évolution. D'accord? Donc, on va écrire que le sigma en évolution plastifiante est égal au sigma en évolution non plastifiante pour un état sur la frontière. Hein? Bien. Alors, ça veut dire que si j'écris l'égalité des sigmas, d'abord des sigma ref, hein,
Donc tu vois que le d rond P sur d rond psi doit être nul pour que les contraintes soient égales, quelle que soit l'évolution future. D'accord? C'est ça la condition. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Voilà. Une autre question? Il est allumé? Oui, ben, moi, c'est pas une question, en fait, c'est un... Oui, oui. Oui, ça marche. C'était... Ah, c'est juste pour enregistrer. Non, c'était pas une question, c'était plutôt un commentaire. Ma présence ici, peut-être celle de Stéphane aussi, au tout dernier cours de Jean, et je pense que tu l'as compris, Jean, c'était un peu aussi une forme de remerciement pour tout ce que tu as fait pour la mécanique des milieux continus, pour les élèves, pour les enseignants. On a toujours apprécié, et on l'a revu encore aujourd'hui, la très très grande rigueur avec laquelle tu introduis toutes les notions et tu enchaînes les raisonnements. Et moi, pour ça, je tiens à te remercier. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci. Bon. Une autre question? Oui, moi j'en ai, Jean. Merci. Tu te doutes bien que je vais t'agacer un petit peu. Oui, bah vas-y. D'abord, je voudrais connaître ton sentiment sur la loi de Hooke. Je l'ai déjà communiqué. Non, plus sérieusement, sur ce que tu nous as présenté, alors je vais plutôt parler du cours d'avant-hier sur la plasticité. Oui. Moi, il y a des choses vraiment qui me plaisent bien. C'est des modèles de comportement non élastiques, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Ça me plaît bien, d'une part, parce que tu arrives à faire de la plasticité avec une seule variable d'état interne, mnésique, comme tu dis, scalaire. Oui. Ça, c'est tout à fait remarquable. Ouais. Parce que moi, j'y suis jamais parvenu. Enfin, j'arrive à faire des modèles de type plasticité, mais j'ai des états de déformation permanente qui sont pas quelconques, quoi, alors que toi, tu as des états de déformation quelconques. Ça, c'est une bonne chose. Alors, par ailleurs, sur le fait que aussi, oui, tu puisses avoir de la plasticité sans dissipation intrinsèque, ça me plaît bien aussi. Ça, je trouve que c'est une bonne chose, que souvent on dit que la plasticité, c'est de la dissipation. Il y a dissipation, pardon, et il y a aussi il peut l'énergie. y en avoir ou il peut ne pas y en avoir. Alors, dans ton cas, il peut ne pas... Absolument. Ne pas y en avoir. Alors, quand même, et c'est là ma question. En fait, toi, tu ne peux avoir dissipation intrinsèque, bien sûr. Je ne parle que de la dissipation intrinsèque, que si tu as de la viscosité, de fait. C'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Et ça, pour le coup, ça me gêne un peu. Parce que moi, je peux envisager, là, pour le coup, des modèles de plasticité ou d'endommagement classique pour lesquels il y a la dissipation sans qu'il y ait aucune viscosité. Alors, bon, non. Il y a le sigma D, là. Oui, c'est ça. Mais il y avait des petits points derrière. Oui. C'est-à-dire que la contrainte dissipative, c'est pour ça que je ne l'ai pas appelée viscosité tout de suite ou en dernier. Hein. C'est la contrainte dissipative, le sigma indice D, il est fonction de D et des variables d'état et peut-être de leurs dérivés. Hein. D'accord, mais il est fonction de D. Donc c'est pour ça que je me permets de l'appeler viscosité quand même. Oui. Or, je le répète, dans les modèles classiques, tu n'as pas besoin de viscosité pour avoir de la dissipation. Donc là, il y a quelque chose. Est-ce qu'on peut faire l'économie de cette chose-là? C'est-à-dire envisager, dans ta modélisation, qu'il y ait de la dissipation sans viscosité. Dans la thermodynamique, il n'y a pas d'économie possible. C'est comme ça que ça se présente. Hein. C'est-à-dire, on dit que la dissipation intrinsèque est non négative et après, ça tombe. En fait, si, je vais te mettre sur la voie de la réponse. Oui. Il y a une façon de le faire. C'est que toi, la frontière que tu es obligé de définir dans ton espace des états, oui. Okay, tu la supposes infranchissable. Elle est infranchissable à cause de la thermodynamique. Non, pas du tout. Que si. Non. Et non, c'est là que tu te trompes. Non. Tu peux la franchir. Et si tu la franchis, tu feras apparaître de la dissipation. Je comprends pas. C'est pas possible. On va revenir à la définition de la frontière. Alors, dissipation, alors, loi d'évolution. Oui, alors, voilà. Voilà. Tout vient de là. Voilà, les propriétés de P. Et là, les démonstrations, j'ai fait une démonstration ici graphique. Hein, c'est-à-dire que si P évolue comme ça, l'inégalité qu'il y a là, elle est toujours vraie. Elle ne peut pas être violée.
Oui, mais je suis... Parce que c'est dû à l'expression de l'évolution de P. Tu vois bien, alors donc là, la démonstration est écrite avec une suite d'inégalités dans le papier, mais graphiquement, on voit gamma moins P, qu'est-ce que c'est? Gamma, c'est sur la courbe du haut. P, c'est la courbe rouge. Tu fais la différence entre les deux, c'est inférieur ou égal à gamma lim. Oui, mais... Donc ça, comme les variables d'état dans l'espace des états, j'ai gamma, qui est une fonction d'état, ou même une variable d'état, souvent, ça simplifie les choses. P est une variable d'état, il y a une relation entre les deux. Gamma moins P, je suis désolé, c'est inférieur à gamma lim dans ce modèle-là. Et donc, c'est une foncière, dans l'espace des états, cette inégalité est respectée. Oui, parce que tu as défini ta variable d'état comme c'est rappelé en haut. Mais ça, c'est pas clairement, mais c'est pas du tout une obligation. Ah, si tu veux changer de mode d'enregistrement de la variable nésique, oui, d'accord, oui. Ah, donc, oui. Voilà, donc c'est bien possible ce que je dis. C'est-à-dire qu'on pourrait envisager une autre définition de ta variable nésique qui ferait que... la notion de... Non, mais j'ai pas fini. Qui ferait que tu pourrais dépasser ton seuil. Mais il n'y a plus de seuil ou il y en a un autre. Je ne sais pas. On ne peut plus parler de seuil, là. Ce seuil, il existe à cause du mode d'enregistrement. Je me permets d'insister, Jean. Si, tu peux parler de seuil toujours, mais tu peux le franchir, ton seuil. En fait, ce qu'on fait dans les modèles classiques, c'est qu'on définit, on définit l'évolution de la variable d'état. On donne le P point, c'est ça qu'on se donne, c'est ça qui est fixé par la thermodynamique. On ne se donne pas une expression a priori de P en fonction du temps, pas du tout. Oui, eh ben, c'est une faute physique. C'est-à-dire que si la variable nésique n'a pas de sens, c'est-à-dire elle mémorise, on ne sait pas ce qu'elle mémorise. Bien sûr que si, on connaît P points, on connaît P points. Bon, eh bien, donc on est capable de calculer P à tout instant. Ok, eh ben, fais-le. C'est ce que je fais depuis 20 ans. Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit thermodynamiquement admissible. Bien sûr que si. Bon, très bien. D'autres questions ? Bon, ben on va s'arrêter là. Voilà.